Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Prendre la parole en public, c'est parfois un exercice difficile. Dans le Grand JT, on vous donnera toutes les astuces pour être à l'aise à l'oral et apprendre à mieux s'exprimer grâce à nos invités, vous verrez. Elle n'a que 12 ans et déjà une carrière incroyable. Valentina est l'invitée exceptionnelle du Grand JT aujourd'hui. Elle va notamment nous parler de son nouveau titre écrit par le chanteur Amir. Et puis enfin, comme chaque vendredi, nous donnons la parole aux enfants dans le Grand JT de l'éducation. 1er avril oblige, on leur a demandé de nous dire leurs meilleures blagues. Vous allez voir, il y a des petites pépites. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Mickaël, le nombre d'enfants ukrainiens scolarisés en France continue d'augmenter. Selon les derniers chiffres de la cellule Ukraine du ministère de l'Éducation nationale, 6800 élèves ukrainiens sont actuellement accueillis dans les classes du premier et second degré, des élèves répartis principalement dans les académies de Nice et de Versailles, Grenoble ou encore Lyon. Cette semaine, des élèves de Seine-et-Marne ont écrit au secrétaire général de l'ONU. Ils demandent l'instauration d'une réglementation internationale sur les nuages. Oui, ils condamnent l'injection de produits chimiques dans le but de déclencher des pluies artificielles, des pratiques qui interrogent sur le changement climatique et sur l'effet de ces produits sur les sols et les hommes. Ils regrettent donc qu'aucune réglementation n'existe pour encadrer les nuages qui n'appartiennent à personne. Cette année, la commune de Saint-Souplé, où se trouve le collège Nicolas Tronchon, s'est autoproclamé Observatoire international des nuages. Et puis, belle idée à Rosny-sur-Bois, puisque un collège a mis en place une web radio pour aider les élèves qui sont décrocheurs. On a beaucoup parlé, Virginie, des web radios scolaires ces derniers jours, notamment dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Au collège Langevin-Vallon de Rosny-sous-Bois, des ateliers ont été mis en place pour les élèves qui ont du mal à suivre en classe. Une bonne chose, selon Alice Couraud, professeure de lettres interrogée au micro de France Bleu. Ils se rendent compte que des personnes extérieures vont écouter, donc ça les oblige à préparer à l'avance, alors que chez eux, ils vont peut-être pas beaucoup travailler. Il peut y avoir pour certains des résultats très positifs en classe. À Toulon, des parents d'élèves se mobilisent pour soutenir le directeur d'une école maternelle. Il s'agit de l'école maternelle du Temple à Toulon, classée en réseau d'éducation prioritaire. Christophe Santolaria dirigeait cet établissement depuis 18 ans, mais il a dernièrement été licencié. On lui reproche de ne pas entretenir de relations sereines avec les intervenants extérieurs. Une situation incompréhensible pour les parents d'élèves de cette petite école. Plusieurs d'entre eux se sont réunis jeudi devant l'antenne varoise de l'inspection académique en signe de protestation. Ils demandent la réintégration du directeur. Une pétition circule et a déjà réuni près de 350 signatures. Merci Mickaël, affaire à suivre. Comment ne pas avoir peur de prendre la parole en cours ou lors d'un oral, puisqu'il y a le grand oral maintenant avec la réforme Blanquer. Comment mieux s'exprimer, comment mieux appréhender la langue française. On voit tout ça avec nos invités tout de suite. Et j'ai la chance justement de retrouver 4 génies en plateau. La première, c'est Sophie-Hélène, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Trouve ta voix, une association qui forme les lycéens à la prise de parole et au débat. Ainsi que Sergio Gomez, vous êtes comédien et professeur d'improvisation. Vous êtes venu avec 2 de vos élèves, que sont Kelsey et Ronan. Bonjour. 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 Merci à vous 4 d'être là. Alors la prise de parole, c'est vrai que ça fait flipper, hein. Moi, j'ai commencé aussi très jeune et on n'est pas toujours à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? À quel âge on peut commencer à prendre la parole, Sophie? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à prendre la parole. Avec l'association Trouve ta voix, on intervient, nous, au lycée. Mais c'est un premier pas et on va dès l'année prochaine aller au collège avec l'ambition, tel le saumon remontant le fleuve, d'arriver jusqu'à l'école primaire parce que bien sûr, dès le plus jeune âge, c'est très important d'être outillé. Alors, dans le cadre scolaire, c'est ce que fait Trouve ta voix, on essaye d'aller dans les classes pour partager à tous les jeunes les clés de la prise de parole en public. Mais il y a aussi plein d'autres façons, bien sûr, de s'entraîner à la prise de parole. Le théâtre en fait aussi partie. Alors justement, l'improvisation, alors Kelsey, Ronan, ça a commencé comme ça a commencé à l'école ou c'était en dehors justement du cadre scolaire, cette envie de faire de l'impro, Kelsey? Ça a commencé, oui, à l'école. Avec les cours qu'il y avait le vendredi. Et voilà. C'était quoi comme cours le vendredi? Des cours d'impro. Des cours d'impro qu'il y avait au sein du collège? C'est vous qui avez proposé ça? Alors, c'est moi qui ai proposé effectivement
cet atelier avec la médiatrice de l'établissement, Carole, que je connaissais. Donc on est rentré en lien. Et voilà, moi je lui ai proposé de faire un atelier d'impro dans l'établissement. Alors c'est quel établissement déjà? André Doucet, à Nanterre. C'est à Nanterre, d'accord. Voilà. Et en fait, il y avait une prédisposition à ça, c'est-à-dire qu'en fait, la directrice d'établissement s'est rendue compte à quel point, tout d'un coup, la prise de parole était nécessaire pour libérer aussi les émotions, pour sentir mieux dans son corps. Elle a commencé par nous laisser entrer dans son établissement, sans savoir vraiment voilà, si cette discipline allait voilà, jouer un rôle dans l'évolution des jeunes. Et puis dès la première année, elle a vu que ça fonctionnait en fait. Et donc voilà, ça dure depuis 4-5 ans maintenant, 5 ans je crois, c'est la 5e année qu'on intervient là-bas. Et donc tous les vendredis, on fait un atelier d'impro avec les jeunes. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a attiré au départ, Kelsey? Je ne sais pas trop. C'est plutôt un ami qui m'a conseillé de commencer le théâtre d'improvisation. Et voilà, c'est tout. Mais parce que tu savais que tu avais une prédisposition à cela, parce que tu avais envie de prendre la parole, tu avais envie d'exprimer. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Le fait de pouvoir s'exprimer comme ça, dire ce qui nous passe par la tête d'un coup, et voilà. Et toi, Ronan? Moi, je suis arrivé dedans par hasard. C'est la médiatrice qui est venue me chercher en sortant de la cantine. Elle m'a proposé d'y aller et j'ai accepté. Mais elle t'a proposé d'y aller parce qu'elle s'est dit quoi? Elle s'est dit ça te ferait du bien, ou parce que tu as vraiment un don pour ça que tu devrais tenter? Pour quelle raison? Faut lui demander. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, moi, vu que je suis curieux, j'ai voulu essayer et puis je suis resté. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a plu en restant? C'est l'entraide aussi entre ses camarades, partager des expériences et tout ça. Alors avec Trouve ta voix, justement, vous le disiez, vous commencez au lycée. Au lycée parce que c'est vrai que plus on avance en âge, plus on se dit que c'est important pour les études supérieures, pour le fameux grand oral qu'il y a maintenant avec la réforme Blanquer, puis avec les études supérieures et la suite. Mais petit à petit, vous tentez de vous rapprocher doucement du collège parce que vous pensez que c'est beaucoup plus tôt en fait qu'il faut apprendre à s'exprimer en public. Oui, tout à fait. C'est vrai que jusqu'à présent, en France, il n'y avait pas de formation à la prise de parole à l'école. Il n'y a que les acteurs extrascolaires ou associatifs qui interviennent. Avec la réforme de Jean-Michel Blanquer, il y a maintenant une épreuve. Comme vous l'avez dit, le grand oral à la fin. Donc ça nécessite quand même des aménagements et donner plus de place à l'oralité. C'est encore très poussif. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et nous, Trouve ta voix, on essaie vraiment d'accompagner un peu cette révolution stratégique de l'école pour plus d'oralité. Et c'est vrai qu'on intervient en seconde parce que les programmes scolaires appellent une intervention à ce moment-là de la scolarité. Mais plus on commencerait tôt, mieux ce serait. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, en fait, avec Trouve ta voix, on offre un cadre d'expression. Et c'est ça qui manque. Et c'était très significatif ce que tu as dit, c'est que tu sortais de la cantine et tu savais pas trop ce que tu pouvais faire, etc. On t'a proposé ça et ça a fonctionné. Donc nous, notre ambition, c'est d'une part de donner un cadre de plus en plus tôt, pourquoi pas dès le primaire, et en plus que ce soit quelque chose à l'échelle du groupe classe. C'est-à-dire que ce soit pas une option, que ce soit quelque chose qui touche tous les élèves, d'intégrer tous les élèves. Parce que si tu étais sorti de la cantine 5 minutes après, tu n'aurais peut-être pas pu participer à cet atelier. Mais donc du coup, vous leur proposez des thématiques, des thèmes précis, ou alors c'est une prise de parole comme ça, voilà, tu as 10 minutes et vas-y. Alors ce sont les élèves qui choisissent les thèmes avec leurs professeurs. Vraiment, c'est une coopération totale entre le professeur et le formateur Trouve ta voix, qui est un étudiant bénévole. Et les thèmes, ce sont beaucoup de la réflexion personnelle. Parce qu'au lycée, mais même plus tôt dans la vie, on pense que c'est important que le jeune puisse parler de lui, être dans une expression de lui-même. Et donc, ça va être des thèmes introspectifs, comme par exemple « Que ferais-je si je n'avais pas peur ?» Mais est-ce que c'est de l'improvisation pure aussi? Est-ce que c'est exactement ce que fait Sergio Gomez? Alors non, nous, on intervient vraiment sur le temps long. C'est pendant 10 semaines où l'étudiant va aller dans la classe et former le jeune. Donc on mise sur une préparation graduée où au départ on va donner un peu les bases de la prise de parole et puis ensuite on va guider le jeune dans l'élaboration d'un discours avec la structure un peu théorique et enfin une mise en pratique pendant un concours d'éloquence à l'échelle du lycée et une phase finale qui se passe ensuite à Paris au Panthéon. Oui, tout à fait, et qui aura lieu donc en juin. Exactement. Très bientôt, j'aurai la chance d'assister. Alors, c'est vrai que la temporalité, pour le coup, n'est pas exactement la même. Nous, on ne travaille pas du tout sur le discours et l'élaboration du discours avec un sujet précis. Nous, ce qu'on travaille, et sur du long terme aussi, c'est vraiment la posture
voilà, de l'improvisateur. C'est comment à un moment je monte sur scène, j'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur de l'inconnu, je me fais confiance, j'ai pas peur du regard des autres et je me libère et je peux y aller. Et sur n'importe quel sujet, on trouve une vraie liberté. On parlait d'espace, mais c'est exactement ça. L'improvisation, c'est un espace de liberté qui est offert et qui est formidable. Vous parlez de confiance et de ne pas avoir peur, c'est quand même vraiment à ce moment-là que ça se passe, au collège, au lycée, même d'ailleurs au primaire, mais je veux dire, c'est qu'à l'école, c'est très important, j'imagine, de pouvoir transmettre ça aux enfants. Oui, exactement. Et c'est pour ça que commencer de plus en plus jeune, ça a un véritable intérêt. Moi, je le vois parce que je donne aussi des cours pour des adultes, parfois des cours en entreprise aussi. Et les adultes, il faut déverrouiller plein de choses pour qu'ils puissent retrouver cette petite fraîcheur du petit gamin de 3 ans qui s'amuse à se raconter des histoires tout seul avec ses petits bonhommes. Comment on fait d'ailleurs pour libérer, parce que vous en parlez de ça, les acteurs justement, vous êtes comédien, les acteurs ont cette facilité-là, comment on fait pour pouvoir aller décrocher l'émotion pure, justement, retirer toutes tous les filtres, tous les verrous, et ben c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, c'est mettre le pied sur scène et vivre ces instants-là, quoi, et voir que c'est pas dangereux du tout. Pour un comédien, moi je fais de la scène depuis longtemps, c'est exactement ça. Je monte sur scène et je vois que c'est pas un espace où je suis en insécurité et donc je peux y aller, quoi. Il y a pas de souci. Alors moi j'ai eu la chance de tester aussi et c'est vrai que c'est absolument magique ce qui se passe. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi tous les deux quand vous vous retrouvez face justement à votre public, puisque c'est votre public, hein, c'est vos camarades, mais ça reste votre public aussi. Kelsey ? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives ? T'es devant tes copains, tu arrives à improviser comme ça ? Oui, Qu'est-ce qui te libère ? C'est quoi ? Tu te dis, ok, je vais commencer par une vanne parce que c'est quand même le meilleur moyen de déclencher un rire, et puis après, je pars ? Bah oui, après, c'est un peu du feeling. Je vais comme ça, ce qui vient par la tête, je le sors et voilà, c'est tout. Pour toi ? Moi, je me pose des questions sur ce à quoi ils pensent, mais après, je me dis, bon, il faut que je me lance à un moment et ça vient tout seul. Et ça vient tout seul, mais c'est-à-dire que vous partez d'une thématique à chaque fois, pareil ? Oui, ça peut être un mot, une phrase, une situation, un lieu. Alors, on peut leur dire, voilà, commencez une scène, vous êtes dans une boulangerie, et allez-y. Voilà, on peut partir vraiment de rien. On peut le faire maintenant comme ça, au pied levé ou pas, sur un plateau de télé, ça marcherait ? Peut-être bien. Ouais. Ok. On peut essayer une petite impro à deux. Comme quoi, alors allez-y, menez-la. On va commencer, on va peut-être se donner un lieu et un petit début de situation. Okay. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Donnez-nous un lieu. Une boulangerie. Une boulangerie, très bien. Donc boulangerie, les personnages qu'on trouve dans une boulangerie. Il peut y en avoir plein, ce serait qui ? Un pâtissier. Ouais. Un pâtissier, ouais. Et l'autre personnage ? Un client. Un client, ok. Un pâtissier, un client. Et le client vient pour quelque chose de très particulier. Il vient commander un gâteau pour son anniversaire de mariage. Voilà. Et c'est extrêmement important pour lui d'avoir ce gâteau. D'accord ? On y va ? D'accord. Voilà. Vous voulez faire un petit... Non, on a fait le caucus ensemble, donc on peut y aller. Bonjour madame, j'aimerais prendre ce gâteau s'il vous plaît. Ce gâteau, quelles écritures que voulez-vous qu'on écrive sur ce gâteau ? Est-ce que vous pouvez écrire maman s'il vous plaît ? Maman ? Oui. Maman ? Oui. C'est pour votre mère ? Non. Ah, c'est pour quelle raison alors ? C'est pour ma mère. Ok, d'accord, ok. Est-ce que vous pourriez me donner ces bonbons aussi, s'il vous plaît ? Les bonbons ? Oui. Oui, ce sera 1 euro. 1 euro ? Oui. Et le gâteau aussi, il est à 1 euro ? Ah non, malheureusement, il est à 25 euros. Est-ce qu'on peut négocier le prix ? Pourquoi ? Parce que c'est un peu cher. Vous trouvez, c'est quand même un gâteau de pâtissier, hein, c'est pas n'importe quoi. Oui, mais pour l'endroit quand même, c'est un peu cher, quoi. L'endroit ? Oui, l'endroit, sans vouloir vous vexer. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que l'endroit est un peu salubre, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Est-ce qu'on peut descendre le prix à 24 euros ? Tout simplement enlever... Non, d'accord, 25 euros. 24, excusez-moi. En tout, ça ferait 25 euros.
Plus les bonbons? Oui. D'accord. Non, ça fera 25 euros. Oui, ça fera 25 euros. D'accord. Ok. Bravo. C'est pas facile d'improviser quand même. Franchement, c'est pas simple. Ils sont forts. Ils racontent une histoire. C'est la magie, en fait. C'est d'appeler en permanence, finalement, à des choses qui sont des moments vécus et puis des scènes que vous imaginez. Ça m'a fait rire parce que tout d'un coup, ce mot salut, qui est apparu comme ça, c'est dit, il y a un truc qui est un repère, il faut que je l'intègre précisément. L'école, elle est là pour donner confiance aussi aux élèves ou pas? Elle doit être là pour ça. Les jeunes passent l'essentiel de leur vie de jeunes dans les établissements scolaires. C'est un lieu où ils devraient être en confiance et bien les uns avec les autres. Donc c'est vraiment là qu'on doit apprendre, entre autres évidemment, mais c'est là qu'on doit apprendre la confiance en l'autre, la collaboration. Sans être philosophe, mais c'est quand même difficile déjà pour les professeurs d'avoir confiance en eux-mêmes et même pour certains parents, ou la plupart des parents. Finalement, avoir confiance de manière générale en soi, c'est pas simple. Donc c'est compliqué d'être dans un cadre comme ça où il faut aller vers l'avant, surtout quand on n'a pas choisi, puisque quand on est à l'école, on l'a pas choisi. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que proposer des espaces, encore une fois, où on peut travailler ce genre de choses, c'est très important dans les établissements scolaires. Et enfin, on a plein d'activités autres que le théâtre ou la question de l'éloquence qui peuvent amener à ce genre de choses. Mais il faut des vrais espaces pour ça. Alors, Sophie Hélène, des classes de 30 élèves, c'est à peu près partout, sauf exception, mais enfin, la plupart des cas, il y a beaucoup d'élèves par classe. C'est difficile justement de prendre la parole, de trouver son moment, soit parce que déjà il y a trop de monde, soit souvent par timidité, et puis on a peur de se tromper aussi. Difficile, parce que quand on prend la parole en classe, c'est rarement pour raconter une histoire comme une histoire de boulangerie, c'est plutôt pour répondre à une question de fraction ou à un problème, un théorème ou une question d'histoire. Est-ce qu'il y a des tips, il y a des petits, comment dire, je ne sais même plus le mot, je vais parler comme les Anglais. Je ne veux plus le mot. Est-ce qu'il y a des clés pour dépasser cette peur? Déjà, dans le cadre que l'on pose avec Trouve ta voix, la première séance, on demande aux élèves de décider ensemble de conditions de réussite. De quoi avez-vous besoin pour que les semaines qu'on va passer ensemble se passent bien? Donc c'est une question très simple, où ils prennent des post-it, ils mettent toutes leurs idées, etc. Et puis ensuite, on fait un petit bingo. Et tous les post-it qui ont été similaires, ça deviennent vraiment les règles pour l'ensemble du programme. Et je pense que si les professeurs, parce que vous le disiez très justement, eux-mêmes ont peu de confiance en eux-mêmes parfois, a fortiori en ce qui concerne le fait de former les jeunes à la prise de parole, peut-être que si dès le primaire, les élèves étaient amenés à choisir avec le professeur les conditions de réussite pour que la classe se passe bien, pour que peut-être chaque matin ils puissent donner un peu leur météo interne, exprimer leurs émotions, etc. Dans une espèce d'écosystème plus vertueux, et les élèves et les professeurs apprendraient à prendre la parole ensemble, à discuter et faire de l'oral quelque chose de central en fait pour toute la scolarité. C'est compliqué pour eux effectivement de commencer le cours en disant en fait moi non plus je ne sais pas et j'apprends avec vous, puisqu'il est là pour enseigner, donc a priori pour donner le savoir. Mais peut-être que c'est effectivement cette idée-là finalement qu'il faudrait aussi donner à l'école, l'idée que c'est un moment de partage, d'échange et que finalement on ne sait pas tout dans l'absolu. Oui. Pour pouvoir mettre notre confiance. Pour le coup, nous en impro, on travaille beaucoup sur l'appui de l'autre, faire confiance en son partenaire de jeu. Là, on l'a vu à l'instant quand vous avez improvisé, ils ont sans cesse rebondi sur ce que l'autre proposait. C'est j'accepte ce que l'autre me propose et je vais lui proposer quelque chose. Donc, il faut que j'ai confiance en lui et si on y va tous les deux, on y va en sécurité. Mais comment avoir confiance quand on ne connaît pas l'autre ? C'est réussir à s'ouvrir aussi et accepter de recevoir quelque chose de leur part. Accepter de se tromper, accepter de tomber. Alors, la question de l'échec que vous évoquiez, elle est extrêmement importante. Nous, en impro, on travaille beaucoup là-dessus. On a plein de petits exercices pour travailler ça, justement, où ce sont des exercices pendant lesquels, si on se trompe, ça devient un moment qui est drôle, qui est amusant et qui enrichit le jeu. Donc on travaille vraiment sur cette manière d'appréhender l'échec. L'échec en improvisation, c'est ce que je dis constamment, c'est un cadeau. Quand il arrive un événement, quand on se trompe, c'est pas grave. On rebondit et on redémarre. Et si on est en confiance avec l'autre, il n'y aura pas de jugement et on peut y aller ensemble. C'est une très bonne règle de la vie, en fait. Oui, complètement. Et ça vous a aidé pendant vos cours, en fait, les cours d'impro ?
Oui, surtout parce que je me souviens d'une fresque qu'on avait en salle de musique au collège, vu que maintenant je suis au lycée. La fresque, c'était N'ayez pas peur de vous tromper, c'est le meilleur moyen de réussir, un truc dans le genre. Et à chaque fois, je pense à ça et ça m'aide à réussir. Et de manière pratique, pendant l'un de vos cours, est-ce que vous avez fait appel justement à tout ce que vous avez dit, Sergio Gomez, pendant les ateliers, les cours d'impro, en vous disant ça c'est bon là, ça y est, j'ai mon tips, j'ai mon astuce et je vais pouvoir justement répondre différemment aux profs. Ça a aidé toi, Kelsey ? Oui, à pouvoir prendre la parole sans se demander si c'est bon ou pas, pour pas avoir peur de se tromper, etc. Et voilà. C'est quoi la différence entre un atelier d'impro et un match d'impro ? Alors le match d'impro, c'est un format de spectacle. Nous, on fait du match d'improvisation. C'est le spectacle que nous, on propose dans les établissements en fin d'année. Donc, c'est un format de spectacle très particulier. Mais avant... C'est un face-à-face. C'est un face-à-face, voilà, c'est ça. En fait, très rapidement... Il y a des points ? Alors, il y a des points, il y a des fautes qui sont sifflées. En fait, c'est une discipline qui nous vient du Québec. C'est dans les années 70 au Québec. Et donc, ils ont emprunté les créateurs ont emprunté tout le décorum du match d'improvisation pour en faire du match de hockey sur glace, pour en faire un format de spectacle. Donc ça se joue dans une patinoire, la structure c'est une patinoire, il y a un arbitre avec un maillot d'arbitre, il y a 2 équipes avec des maillots de hockey, et donc ils s'affrontent entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas un vrai match en fait, le match fait aussi partie du spectacle. Les 2 équipes doivent collaborer pour pouvoir créer quelque chose. Et donc il y a des points qui sont attribués, il y a des fautes... Mais quoi comme faute, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme faute ? Alors, les fautes, il y a 16 fautes au total, donc il y en a quand même pas mal. Faute de manque d'écoute, par exemple. Voilà, il y a eu une improvisation, un improvisateur n'a pas suffisamment écouté son partenaire, et donc voilà, l'arbitre siffle cette faute. Faute de confusion, c'est-à-dire que tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien de ce qui se passe. La faute est sifflée. Mais les fautes en match d'improvisation, elles ne sont pas là pour sanctionner, elles sont là pour réorienter. Et pour dire aux joueurs, attention, écoutez-vous un peu plus, parce que là, vous ne vous écoutez pas assez. Ne parlez pas tous en même temps pour qu'on comprenne l'histoire. Construisez ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un décorum, le match d'impro. Vous pourriez travailler ensemble avec Trouve ta voix ou pas ? Parce que c'est effectivement assez proche, finalement, de ce que vous faites. Ah mais complètement, avec grand plaisir. Déjà, c'est une belle rencontre. Je suis ravie de, mais on est là, de les rencontrer. On sert à tout sur School TV. Non. Mais tout à fait. Et puis en réalité, le travail qu'on fait avec les jeunes qu'on accompagne, dans tout ce qui est de la rédaction du discours, etc., c'est pour in fine qu'ils se sentent assez à l'aise pour monter sur scène, en l'occurrence dans le cadre d'un concours d'éloquence, mais bien au-delà, notre ambition, c'est qu'ils se sentent à l'aise pour exprimer les idées qui sont les leurs et qu'ils veulent transmettre à un public et plus tard à la société. Mais au-delà de la préparation écrite, après, la chose qui mettra un peu la magie au moment T, c'est bien sûr la capacité du jeune à prendre sa liberté aussi avec le texte qu'il a écrit. Et c'est là qu'après, la chose devient vraiment impactante. Donc c'est beaucoup de travail pour une petite dose d'improvisation. Effectivement. Donc ça serait intéressant, peut-être à la fin de la formation Trouve ta voix, de faire une séance sur l'improvisation pour, une fois qu'on a fait le discours, pouvoir s'en libérer et être plus naturel. Alors justement, on a gardé cette petite vidéo qui relate le travail que vous faites sur Trouve ta voix. Regardez. Je pense que cette question, elle est métaphorique. Et que le sens du mot chemin, c'est la vie. Apparemment, je suis propriétaire. Oui, je possède un terrain. En tout cas, un bout de chemin. Le bout de chemin est lié à la notion de la balade. Lorsque nous faisons une balade, on prend son temps, ce que de nos jours nous ne faisons plus. Mais avec qui voudrais-je partager ce bout de chemin? Qui est cette personne? Et où se trouve-t-elle? Quelle personne au monde m'aiderait ou m'a aidé à devenir la personne que j'ai rêvé d'être, la personne que j'ai envie de devenir? Je ne veux pas partager mes terres avec n'importe qui. Thomas Pesquet, un homme entre deux univers, assurant la liaison entre terrestre et extra. C'est sympa de les voir comme ça, c'est incroyable. Puis en plus, au Panthéon, c'est magique. C'est-à-dire que vous les mettez aussi dans une prédisposition où ils se sentent respectés, ils se sentent honorés. Vraiment, le mot d'ordre de Trouve ta voix, c'est chaque jeune a une voix et cette voix compte, tout simplement. Donc l'accompagnement humain, en fait, qu'on leur propose, c'est pour les aider à prendre conscience qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent faire passer leur message et que leur voix, elle a un impact.
Donc on les fait parler dans des lieux de pouvoir, dans des lieux symboliques. Les premières années, c'était à l'Assemblée nationale et maintenant, depuis l'année dernière, c'est au Panthéon. Et c'est toujours super émouvant de voir cette vidéo parce que voilà, ils ont parlé dans un lieu comme ça devant leur famille, leur mère, leur père, leurs proches, leurs professeurs. Donc c'est tout un ensemble qui fait que voilà, ils sont fiers d'eux, leur famille est fière d'eux et puis c'est que du bon pour la suite. C'est une façon de combattre aussi l'inégalité des chances grâce à Trouve ta voix, de pouvoir mettre chacun au même niveau. Bien sûr, c'est vraiment notre ambition dans une logique de co-construction entre des jeunes parce que voilà, nous qui intervenons, on est des étudiants qui allons aider des un peu plus jeunes que nous et ensemble, voilà, en créant du positif, on se donne la main et on avance. Mais ça veut dire que vous allez chercher des jeunes un peu partout, alors que ce soit dans les campagnes, dans les villes, dans les milieux un peu plus défavorisés ou autres, dans les REP. Comment on va vers Trouve ta voix ou comment Trouve ta voix va vers les établissements? Alors, tous les établissements franciliens peuvent nous contacter. On est beaucoup basé donc, en Ile-de-France pour le moment et on intervient dans tous les lycées publics prioritaires qui nous contactent. Et on a cette volonté évidemment d'élargir le spectre territorial. Donc, on cherche pour ça, bien sûr, des financements pour pouvoir grandir. Mais on a pour projet l'année prochaine d'arriver sur Lyon et en particulier dans la banlieue de Villeurbanne. Donc c'est un objectif. Et puis on aimerait aussi aller en ruralité, effectivement. Et oui, On pense à un lycée en Creuse, à Guéret, voilà, qui sera intéressé par le projet. Mais vous y pensez, vous avez déjà discuté avec eux ou pas? On va voir l'exclu. Oui, on a des contacts et on espère que ça pourra se faire prochainement. On parlait du grand oral, on parlait aussi beaucoup de ces ateliers d'impro qui favorisent aussi la maîtrise de la langue et du discours et puis l'appétence pour la langue française, savoir maîtriser les mots. Tout à l'heure, tu employais justement ce mot salubre, mais tout le monde ne le connaît pas. Est-ce que c'est important aussi de se dire à un moment, je maîtrise certains mots et donc mon discours, ma parole, ma façon d'agir, ma façon de me mouvoir va pas être la même parce que je sais maîtriser cette langue-là? Oui. Non, tu ne te sens pas? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est important pour toi de pouvoir mettre à profit justement cette langue française? Est-ce que tu as envie de pouvoir avoir plein de mots de vocabulaire qui vont te permettre d'exprimer plein d'émotions différentes? Bah oui, ça serait bien, oui. Enfin, oui. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou est-ce que, oui, est-ce que ça paraît complètement idiot? Non, complètement. On parlait du match d'improvisation tout à l'heure. Dans un match d'impro, on donne des thèmes comme on l'a fait tout à l'heure quand vous avez improvisé, mais on donne aussi des catégories. Les catégories, il y a plein de catégories très différentes et il y a toutes les catégories qu'on appelle les catégories à la manière d'eux. On peut faire une improvisation à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, à la manière de grands auteurs. Et du coup, l'avantage, c'est que les jeunes, comme ils improvisent, ils aiment le match d'impro, à un moment, ils se disent, OK, moi, si je veux aller plus loin, il faut peut-être que je m'intéresse à ce que c'est la catégorie Molière. Mais il faut le faire au préalable, j'imagine. On le fait ça pendant les ateliers. Là, en ce moment, je travaille avec un groupe de collégiens. Alors, c'est pas avec votre établissement, on travaille sur un trophée qui s'appelle le trophée d'impro culture et diversité, qui est un trophée qui a lieu à l'échelle nationale, qui est porté par la Fondation Culture et Diversité. Et on intervient, donc moi j'interviens sur des collèges sur les Hauts-de-Seine. Et cette année notamment, on a mis en avant la catégorie Molière, parce que voilà, on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Et donc en ce moment, je travaille avec les jeunes. La catégorie Molière, donc on travaille sur des personnages, on travaille sur de la comédia avec des masques. Et donc ils y voient un intérêt parce qu'ils se disent, OK, moi si je veux aller m'amuser sur scène, il faut que je vois Molière autrement. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme découvrir aussi la langue française par le biais du rap, par le biais du slam, par le biais de plein de modes différents. Écoutez, bravo en tout cas, merci mille fois à tous les deux, Kelsey et Ronan, d'avoir été avec nous. C'est vraiment sympa. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère vous voir sur scène dans ces prochaines années. Qui sait? On ne sait pas, attends. Écoutez. Ça mène à tout, l'impro. Merci beaucoup, Sophie et Hélène. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Trouve ta voix. Bravo pour ce que vous faites, ainsi que Sergio Gomez. Également, merci, vous êtes comédien et professeur d'impro. C'est ça, exactement, à la Fabrique de Kairos, qui est donc ma compagnie d'improvisation. Voilà. Merci à vous. Restez avec nous, car dans un instant, la chanteuse Valentina sera l'invitée exceptionnelle du Grand JT de l'éducation. On a hâte.
Chaque week-end, on se retrouve dans la quotidienne. Je reçois un invité fil rouge qui vient nous parler d'éducation sans langue de bois. Et tout au long de l'émission, nous échangeons sur la psychologie, la mode, la culture en compagnie de nos experts. Nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. De retour dans le grand JT d'éducation avec une invitée exceptionnelle. Je vous l'ai dit, je suis trop contente de la recevoir, cette petite ange, cette sublimité magnifique qu'est Valentina. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas déjà? Tu as l'air en pleine forme. Oui, ça va très bien, merci. Je suis heureuse, tu sors ton premier album. Ça y est, enfin là, on va en parler évidemment. Mais je veux tout savoir, moi. Je veux savoir comment ça a démarré, le début. À quel âge tu as commencé à chanter, Valentina? Je chante depuis que je suis toute petite, donc depuis que j'ai commencé à parler, vers mes 2 ans, j'ai commencé à chanter d'abord en italien et après en français, et puis à 7 ans, j'ai fait The Voice Kids. Bah oui, alors en italien, parce que ta maman chantait beaucoup en italien? Oui, et elle est allée vivre 5 ans là-bas, et à l'heure d'aujourd'hui, j'étudie aussi l'italien au collège, donc j'espère pouvoir l'apprendre comme elle et pouvoir parler avec elle. Mais vous parlez déjà ensemble, non, un peu italien à la maison? Oui, un petit peu. Je connais un petit peu les bases. Et puis, j'ai déjà été en voyage en famille en Italie. Et je retourne là pour l'Eurovision cette année. Oh, l'Eurovision, incroyable moment pour toi, non? C'était Oui. dingue. Mais raconte-nous, c'était fou comme expérience. Et c'était incroyable. Je réalise toujours pas, en fait. Je pense que je réaliserai jamais. Mais ça m'a permis en plus de faire tellement de belles rencontres avec tous les candidats. C'est devenu des très bons amis. C'est vrai? Tout comme les Kids United, en fait. C'est ça, comme une famille, en fait. Ce sont des familles, ce sont des jeunes comme toi que tu rencontres, qui ont la même passion que toi. Oui. Et vous essayez de partager ensemble toutes ces émotions-là sur scène? Avec les Kids United, on a partagé pendant 3 ans cette aventure. Donc on est comme des frères et sœurs, même maintenant. On a pu faire une tournée, on a fait des voyages ensemble, donc ça nous a beaucoup rapprochés. Alors tu parlais d'Italie avec ta maman, justement, avec son amour pour à la fois l'italien et pour les chansons italiennes. Quand tu as passé The Voice Kids, la première chanson que tu as chantée, enfin la chanson que tu as chantée, c'était une chanson de Laura Pausini, c'est ça? Oui, et elle est sur mon album aujourd'hui, parce que c'était une chanson très importante pour moi. C'est grâce à elle après que tout a commencé, donc je voulais qu'elle soit sur mon premier album. Bah oui, ce premier album, on en parle. Tu nous ferais quand même encore juste une toute petite note de Laura Pausini comme ça en live pour nous ou pas, ou tu préfères pas? Je comprends, hein. Je vais bien essayer, ça fait un petit moment que je l'ai pas chanté, mais... Juste quelques notes. No, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Oh, merci. Mais quelle voix de rêve. Quel talent. Extraordinaire. Valentina, voilà, son premier album qui est sorti. Évidemment, ça va être un énorme carton, on le sait. C'est un album chez Play2. Alors, tu disais, quand tu étais petite, tu chantais 24 heures sur 24. C'était en permanence, toi? Tu étais en boucle? Ah oui, j'étais vraiment, même quand il y avait la télé, tout le monde me disait, on aimerait bien écouter, mais c'est plus fort que moi. Des fois, ça sort tout seul. C'est une passion, donc j'arrive pas à m'en empêcher. Et alors, tu t'adorais chanter, tu me disais, 24 heures sur 24 en permanence, mais est-ce que tu savais que tu voulais faire carrière dans la chanson tout de suite? Est-ce que tu voulais devenir chanteuse? Depuis le début, c'était vraiment mon rêve, mais j'aurais jamais imaginé pouvoir représenter mon pays ou entrer dans un groupe comme les Kids United. J'en rêvais, mais je sais pas si je me doutais que ça pourrait se passer. Aujourd'hui, tu as quel âge? Je vais avoir 13 ans là dans quelques jours. D'accord, donc tu es au collège, oui. Tu continues tes études, mais est-ce qu'en parallèle, tu te dis de toute façon, bon là je fais mon collège, mon lycée, j'imagine, mais puis après, de toute façon, je pars dans la chanson, ou alors tu as encore d'autres envies? Peut-être d'autres métiers qui te plaisent? J'ai vraiment envie d'en faire mon métier depuis toute petite, et si je peux, j'aimerais continuer aussi longtemps que possible. Après, je sais que c'est pas éternel et que ça pourrait s'arrêter à un moment ou à un autre, donc c'est quand même important pour moi les études, le collège, d'avoir des bons résultats, et puis au cas où de pouvoir faire des études. Je sais que tu as des parents formidables autour de toi et qui sont très aimants et qui te chérissent et puis qui essayent de faire en sorte aussi que tu aies une vie quasi normale, si on peut dire. C'est pas toujours évident quand on est aussi connu que toi. Tu es devenue vraiment une icône pour beaucoup de jeunes. Tu arrives encore à aller à l'école normalement et à avoir une vie normale avec tes copains et tes copines?
J'ai toujours été dans le même établissement. Donc, les personnes qui sont avec moi au collège, elles étaient avec moi quand j'étais plus petite en primaire et avant que je fasse The Voice Kids. Donc, elles me connaissaient pour la plupart depuis longtemps. J'ai pu aussi faire de belles rencontres au collège, mais ils sont tous très gentils et ils le prennent tous très bien. Donc, c'est un soutien énorme pour toi. Ouais. Alors, quand tu passes à la télé pour la première fois, ça te fait quoi ? C'était avec The Voice ? Oui, c'était avec The Voice. Ça te faisait quoi ? C'était pour toi, c'était tes héros aussi. T'étais fan de. Il y avait qui avec toi ? Il y avait Florent. Non, il n'y avait pas Florent Pagny. C'était Matt Pokora. Matt Pokora, oui. Patrick Fiori. Et Jennifer. Ouais. Et j'étais super fan en plus. Donc, je me rappelle que quand je me suis regardée, j'ai pleuré de joie parce que c'était la première fois et j'étais toute hyper émue et j'étais trop contente. En fait, quand tu te retrouves face à eux, t'as quelle émotion ? C'est-à-dire que tu te dis, ok, de toute façon, moi, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter, et j'adore ça. Ou est-ce que tu veux absolument réussir ? T'étais dans quel moment ? J'avais 7 ans, donc je sais que je me rendais pas compte, j'étais juste là pour chanter et j'espérais que ça pourrait continuer. Donc j'étais pas tellement stressée parce que j'étais encore un petit bébé et j'avais surtout hâte de les rencontrer, j'étais trop fan. Trop fan. Alors ça n'a donné que envie ensuite de continuer. On a parlé évidemment de Kids United, l'Eurovision et puis maintenant donc ce premier album dont on a parlé aussi avec de grands artistes qui ont signé des chansons pour toi et notamment Amir. Comment s'est passée la rencontre ? Amir, je l'ai rencontré grâce à Patrick Breuel sur une émission. Et après... Patrick, alors figure-toi juste, je parle de TP, mais je l'ai appelé juste avant l'émission et je lui ai dit, Patrick, tu sais qui je reçois Valentina. Il m'a dit, oh, tu lui fais un énorme bisou pour moi. Alors voilà, t'as des gros bisous de Patrick. Moi aussi. Et après, je l'ai revu sur pas mal d'émissions et puis j'ai perdu mon grand-père et j'avais vraiment envie d'avoir une chanson en hommage à lui sur mon premier album. Et c'est Amir qui me l'a écrite avec Gurvan Nantel. Et ils ont fait du beau travail. Mais justement, on a le clip, on regarde un extrait. Tu me manques tant, tu manques tout le temps, Où es-tu là? J'entends le son de ta voix, ma chérie mia cara. J'aimais tellement quand tu m'appelais comme ça. Tu manques tant, tu manques tant. J'ai compris, tu ne viendras plus. Tu me manques tant. Les étoiles dansent ta venue. C'est une chanson très touchante, évidemment, pour ton grand-père, qui nous touche, nous aussi, peu importe l'âge. On a tous quelqu'un qui nous manque, évidemment, et auquel on pense souvent. Et alors, tu as d'autres titres, effectivement, avec d'autres auteurs qui ont signé pour toi des chansons, comme qui oui, comme Barbara Pravi. Qui a aussi gagné l'Eurovision. Qui est arrivée, deuxième à l'Eurovision. Et c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a écrit la chanson avec laquelle j'ai pu gagner. Et elle a écrit une deuxième chanson qui s'appelle « Faites-nous confiance ». Faites-nous confiance, qui raconte quoi alors ? Faites-nous confiance, c'est pour le monde de demain, dire qu'il n'est pas trop tard et que si on s'y prend maintenant, on peut encore y arriver. C'est tout ce qui est en rapport avec l'écologie, avec... Ben oui, justement, je voulais en parler parce qu'en fait, du haut de tes 13 ans et de ta petite timidité comme ça qui est si jolie, en fait, tu es très engagée. Tu as envie de parler d'écologie, d'environnement, ça te touche, toi ? Oui, même depuis les Kids United, on avait aussi fait un projet qui s'appelait la Green Team avec Yann Arthus Bertrand pour l'écologie. On était allés aussi à Paris visiter et on a fait une chanson aussi en rapport avec ce thème-là. Alors, tu as un message à faire passer pour tous les jeunes qui nous regardent, les jeunes de ta génération, pour qu'ils osent réaliser leurs rêves, qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves. C'était le rêve pour toi et tu vois, tu l'as fait. C'est vrai que même The Voice Kids, quand les coachs ne s'étaient pas retournés, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'abandonne et qu'il fallait que je continue. Et puis, je pense que quand on persiste, on peut toujours y arriver. Tu es engagée, je le disais, tu est une icône maintenant, clairement, pour beaucoup d'enfants. Et tu rêverais, puisque tu rencontres beaucoup de stars, j'imagine, autour de toi, tu rêverais de faire un duo en particulier avec quelqu'un ?
j'adore les grandes voix. Mon idole, c'est Ariana Grande. Après, je me doute que ce serait pas tellement possible, mais j'adore Céline Dion, Whitney Houston, toutes ces grandes stars. Et tu crois que tu pourras les approcher? Céline Dion ou Ariana Grande, je pense pas parce que je pense qu'elles sont très connues quand même, mais j'espère un jour peut-être. Moi, je crois que tu as déjà rencontré beaucoup de grands qui ont envie de travailler avec toi. Ne serait-ce que Barbara Pravi ou Amir, et déjà qui t'entourent et qui te permettent voilà, d'engager une très belle voix ensuite. Dans les titres qui font partie de ce nouvel album, enfin ce premier album, il y a un titre qui m'a marqué, c'est « Il n'y a pas que les grands qui rêvent ». Moi, je la connaissais, cette chanson. C'est une mélodie, c'est ça? C'est une reprise? Oui, c'est une reprise. Mes parents aussi l'écoutaient quand ils étaient plus jeunes. Et j'adorais cette chanson parce que la chanteuse, elle avait à peu près le même âge que moi. Donc, j'ai trouvé que ce serait rigolo de la reprendre. Et il y a un titre en particulier que tu pourrais reprendre aussi quelques notes pour nous, ici, sur School TV? Peut-être, je ne sais pas, moi, comme Les Enfants du Monde, Plus loin qu'un rêve, Les Enfants de demain. Où es-tu là? Plus loin qu'un rêve, avec plaisir. Avec joie, merci. Plus loin qu'un rêve, plus aucun ciel. C'est en soi que tout recommence et tout s'achève, que nos voiles sont nos ailes, plus loin qu'un rêve. Oh, merci. Merci. Qu'est-ce que c'est beau. Quel bonheur de te faire chanter. Alors, tu as toujours eu le même prof de chant depuis le début? Alors, j'avais jamais pris de cours de chant. Et puis, quand j'ai fait The Voice Kids... Avant The Voice Kids, rien? Non, rien. C'est-à-dire que c'était si naturel que ça, toi. T'es arrivée dans The Voice et tu t'es dit, bah voilà, c'est aussi pur que ça. Incroyable. Peut-être que c'était par rapport à ma maman qui chantait quand elle était plus jeune. Et après, sur The Voice Kids, j'ai été coachée. Et puis, j'ai retrouvé cette personne sur les Kids United de Nouvelle Génération et sur l'Eurovision Junior. Donc, ça m'a fait très plaisir qu'elle puisse m'accompagner. Comment s'appelle-t-elle? On lui fait un bisou? Elle s'appelle Géraldine, oui. Oui, bah on l'embrasse, Géraldine, quel talent. Bon, après, vous avez déjà un talent avec vous, mais c'est formidable, en tout cas, ce que vous arrivez à faire. Bravo, en tout cas, Valentina. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur School TV. Merci beaucoup. Ça te fait quoi d'être une icône, justement, pour tous ceux qui nous regardent? Je réalise pas trop, mais je suis très heureuse de pouvoir transmettre du bonheur. Eh bien, écoute, très 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 belle voix pour toi, voilà, un très bel avenir. Je rappelle donc l'album Valentina, Plus loin qu'un rêve, qui est sorti. Empressez-vous de l'acheter et empressez-vous. Est-ce qu'il y a des concerts, une tournée à venir? Il y a quoi? Pas encore, mais j'espère. Bon, on regarde sur Internet, on se connecte et on sera les premiers, évidemment, devant. Moi, je serai au premier rang, je l'aurai. Oui, je l'ai connue, elle est venue. Merci mille fois, Merci beaucoup. Été avec nous. Vous le savez, chaque vendredi, dans le Grand JT de l'Éducation, eh bien, on donne la parole aux enfants. Regardez, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On est le 1er avril, on a demandé aux enfants de nous dévoiler eh bien, leurs meilleures blagues. C'est croustillant. Avant, on avait un chat. En fait, c'est juste un exemple. À chaque fois, il était sur l'étagère. Puis un jour, on ne sait pourquoi, il est descendu à toute vitesse, il s'est, on peut dire, écrasé sur la fenêtre, sur la vitre de la fenêtre. Il a fait ça 3 fois d'affilée. Après, il a dû comprendre qu'il ne pouvait plus passer. Et là, le poisson pas né. Il est pas né. Aujourd'hui, je vais manger de la purée de pommes de terre avec des araignées, des vers de terre, des escargots et plein de mouches dedans. Qu'est-ce qui te fait rire sinon? Papa. Alors c'est l'histoire de Wai. Wai qui est bûcheron parce que depuis qu'il est tout petit, YMCA. YMCA. Que font de fraîche un cheval? Je sais pas. Tagada, tagada, excellent.
On a beaucoup d'humour sur School. Je ne sais pas si elles te font rire, les blagues de mes camarades. Je ne sais pas si les adultes sont plus drôles que les enfants, tu trouves? Je trouvais que les enfants étaient trop mignons. C'est une façon de dire que Édouard et Lulu laissent tomber non, les blagues. Très drôle aussi. Non, c'est vrai que la YMCA, pourquoi je scie? Non, elle est pas mal, je la retiens. T'as reconnu, c'est Lulu de Charlie Lulu. Je sais pas si tu connaissais Charlie Lulu à l'époque, il avait présenté une émission qui s'appelait 8 Machines, qui était génialissime. Tu regarderas, c'est culte sur Internet. Toi, quel genre d'humour te fait rire, toi? Ceux qui tombent par terre et qui se vautrent, par exemple? Moi, tout me fait rire. Je suis un peu comme mon papa. Il a un rire très communicatif. Dès qu'il se met à rire, tout le monde rigole. On rigole un petit peu pour rien. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas de ta réaction. Et à Agathe Delannoy surtout qui est allée recueillir ses propos d'enfants, ses blagues et tout ce qu'ils ont préparé justement pour ce 1er avril en famille. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Et bien cette semaine, c'est Malika Ménard qui reçoit Babette de Rosière. Le chef lui a confié comment elle voyait l'école de demain. Regardez. L'école de demain, pour vous, c'est quoi? L'école de demain. Alors, l'école de demain, je dirais une chose, peut-être qu'on va trouver que je suis un peu vieux jeu, mais j'aimerais bien que les enfants aient l'uniforme. Ah, on retourne à l'uniforme. Je pense bien, parce que, pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs classes sociales dans les écoles, et c'est trop marqué quand il y a un enfant de riche et un enfant de pauvre. Et pour éviter ça, il faut que les enfants soient logés à la même enseigne. Je pense que c'est comme ça. Et puis l'école de demain, c'est facile, parce que les enfants ont des ordinateurs, et ils n'ont pas de casse-tête comme nous on avait avant, ils ont accès à tout, donc l'école de demain, c'est très numérique, c'est très avant-gardiste, et ça, c'est très bien pour les enfants, déjà pour les projeter dans un métier tout de suite. C'est déjà tout petit qu'on peut se projeter. Parce qu'on est au courant de tout. C'est vraiment bien l'école de demain. Je vois ça comme ça. Avec juste un petit bémol, c'est le retour à l'uniforme pour pas de discrimination, pas de différence. Oui, c'est ça. Oui, je pense que ça peut être nécessaire. Et dans pas dans l'école secondaire, hein, dans les petites classes. Parce que les enfants sont méchants entre eux quand ils sont petits. Les enfants entre eux sont regardants. Hein. Mais quand tout le monde est habillé pareil, c'est mieux. Parce que quand les enfants sont petits, mine de rien, ben celui-là, oh là là, il est mieux que moi. Tu vois, les enfants regardent beaucoup les petits détails comme ça. On a reçu ici dans l'émission Norbert Tarrer, qui nous a dit que lui, il plaidait pour plus de cuisine à l'école. Ah ben oui, ça, je te dis qu'il faut des travaux pratiques. La couture, la cuisine, c'est indispensable. C'est indispensable, pourquoi ? Même après l'école, l'enfant retient ça. Et puis ça leur donne envie, justement, de se projeter. Ça leur donne envie de faire plaisir. Parce qu'ils ont appris ça à l'école. Et ça dépend aussi de la manière où on dispense ces cours-là aux enfants. Plus de cuisine antillaise aussi ? Eh ben, la cuisine antillaise, c'est une cuisine de France. Et pour ne rien te cacher, j'ai toujours combattu le fait qu'on ait réduit la cuisine antillaise par des clichés. Parce que quand on parle de la cuisine antillaise, on te dit accra, boudin, colombo, piment. C'est pas ça, la cuisine antillaise. La cuisine antillaise, c'est comme la cuisine française qui a toutes ces variétés, qui a toutes ces composantes. C'est pas une cuisine forcément qui pique. Parce que moi, quand j'étais enfant, je n'ai pas mangé de piment. Ma grand-mère mettait le piment à part. C'est comme la moutarde. Est-ce que tu mets un peu de moutarde dans ton plat quand tu as une viande? Non, c'est à part. Tu prends un petit peu si tu as envie. C'était comme ça. Après, c'est devenu une mode. Les cuisiniers ont décidé de mettre du piment. Moi, je ne mets pas personnellement du piment dans mon assiette. Mais on peut tout apprendre parce que tous les produits de la cuisine antillaise se cuisinent comme les produits d'ici. Seulement, c'est les épices qui relèvent et qui donnent le là. C'est la différence qu'il y a. Et puis les produits spécifiques de là-bas, qu'on accommode et qu'on peut marier avec les produits d'ici. Mais maintenant, c'est fini ça, parce que les chefs ont compris qu'il faut faire du métissage, qu'il faut parler de la patate douce, qu'il faut parler de la chayotte, qu'il faut parler du fruit de la passion, qu'il faut parler de la banane. Voilà, on a dépassé ce cliché-là, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à faire mes émissions de télévision. Et est-ce qu'au-delà de la cuisine antillaise, vous trouvez que ça manque de culture antillaise dans l'école française? Ah ben, je vais te dire, c'est si vrai ce que tu dis. Je me suis battue justement pour dire que dans les lycées professionnels, il faut mettre au moins un clin d'œil sur la cuisine des Outre-mer. Parce que les enfants des Outre-mer, on leur apprend à faire un fraisier, on leur apprend à faire du foie gras. Pourquoi pas faire un lien, un pont entre les enfants de là-bas et les enfants d'ici pour leur apprendre à faire des accras, pour leur apprendre à faire un colombo, pour les apprendre à faire un crabe farci, pour les apprendre... Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on devrait faire.
Mais ça viendra, parce que j'ai suggéré ça justement au ministre de l'Outre-mer, en disant qu'il faut vraiment, au niveau de l'éducation nationale, faire un programme spécifique pour les concours en Outre-mer, avec des produits que l'on trouve en Outre-mer, et mettre un clin d'œil de la cuisine française de l'Hexagone. Et vice-versa, avec les enfants d'ici, mettre quelques produits de l'Outre-mer pour que les enfants s'accommodent avec ces produits-là. Moi, je le fais déjà dans mon salon, puisque j'ai un salon de la gastronomie des Outre-mer que je fais chaque année à la Porte de Versailles. Je prends des enfants des lycées d'ici et d'ailleurs, et je fais un panier avec des produits d'ici, des produits des Outre-mer, les épices et tout. Je fais tout un mélange dans ce panier, et ils doivent réaliser un plat avec ce panier. Mais c'est fou comment les enfants d'ici adorent ça. Ils découvrent d'autres sensations gustatives, et c'est vraiment bien. C'est votre premier pas dans l'engagement dans l'éducation. Oui, j'adore. Bon, Babette de Rosières, c'est déjà la fin de l'émission. Non. Si, et pourtant vous auriez encore beaucoup de choses à dire. Tu plaisantes, j'espère. Non. Ah non, mais je reste là, je pense pas. Bah, vous restez sans moi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et faire de cette diversité une richesse, c'est ce que, notamment, vous aidez à élever dans l'esprit de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui viennent vous rencontrer chez Winning Girls, Laurence Moncourrier. On parlait de ce QE, de ce QI, de ce désormais QC. C'est important de se dire qu'on peut miser sur tous les savoir-être pour pouvoir justement devenir la femme qu'on a envie de devenir demain. Alors, tout à fait. Alors, avant de vous répondre, je voudrais effectivement aller dans le sens de ce que dit Amélie, parce que nous, à Winning Girls, effectivement, on a eu des jeunes femmes qui sont arrivées avec des pathologies qu'elles n'ont pas exprimées, parce qu'on ne demande pas, effectivement, on demande à venir avec son authenticité, avec sa sincérité, on ne demande pas, effectivement, à étaler un dossier médical. Et on s'est aperçu, avec bonheur, que lorsqu'on avait, effectivement, des jeunes femmes qui avaient un autre prisme pour pouvoir traiter effectivement certains sujets, on enrichissait effectivement la réflexion, parce qu'il y avait peut-être qu'on avait l'habitude de rentrer par 1, 2 ou 3 portes, elles apportaient la 4e. Ouais. Comment un si grand pays qui fait d'énormes progrès, notamment sur le plan économique, peut avoir tant de soucis dans le domaine de l'éducation, alors que, Mohamed vient de le dire, pendant un long moment, ça a marché quand même? Ouais, c'est effectivement le cas. On a vraiment le sentiment que la Tunisie s'est un peu endormie sur ses lauriers. Et effectivement, sur les 10 dernières années, on observe des décrochages qui sont nets. Alors, nous, dans nos analyses, dans celles qu'on a pu conduire avec nos partenaires du ministère de l'Éducation tunisien, on a pu constater aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises après la Révolution, qui clairement ne vont pas toutes dans le sens d'une école de qualité pour tous. En particulier liées à l'augmentation importante du coût de l'éducation. Évidemment, la Révolution a apporté avec elle un certain nombre de revendications, évidemment bien légitimes pour certaines d'entre elles, mais du coup qui ont entraîné des augmentations particulièrement importantes, mais aussi et en parallèle un recul du nombre d'élèves par classe, et donc des augmentations importantes en termes de coût de l'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les taux d'encadrement en Tunisie, donc par classe... Qu'entendez-vous par coût de l'éducation ? Alors en fait, le budget consacré à l'éducation a vu le poids des salaires occuper une part qui aujourd'hui est supérieure à 96%, 97%, et donc qui prive le pays en fait et le système d'une capacité d'investissement sur un certain nombre de sujets essentiels comme les infrastructures par exemple. Tout à fait, c'est vraiment l'éducation par la recherche, comment initier les élèves, quel que soit leur âge, aux méthodes de production, de validation et de circulation des savoirs. Comment ça se fait qu'il y a un contrat de confiance avec mon manuel de géographie ou de physique? Parce qu'il n'est que l'expression, la traduction scolaire de savoir établi, et un savoir n'est pas une information, même si elle est validée, même si elle est journalistiquement croisée, recoupée, validée, ce n'est pas une information. C'est autre chose. C'est un autre statut épistémologique qu'on ne va pas mettre là-dedans, beaucoup de... Et à partir de là, les élèves apprendront à distinguer qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc l'esprit critique, tout ce qu'on parle aujourd'hui de fake news, ne fait qu'en découler. De la créativité en découle. Après, ça implique aussi des méthodes pédagogiques. Comment j'apprécie la progression de l'élève, comment je crée des environnements d'apprentissage. Enfin, il en découle énormément d'objets pédagogiques.
Et vous le disiez, Amélie Devaux, évidemment, pour Leadership CQ, il y a le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel, il y a désormais ce quotient culturel. On parle forcément d'international quand on parle de quotient culturel. Pas forcément, parce que la culture, c'est un ensemble de normes et de valeurs qui sont partagées par un groupe. Donc c'est vrai que souvent, quand on parle de culture, on va parler de l'étranger, mais pas que. En France, dans une classe, dans une société, dans une entreprise comme la vôtre aujourd'hui, vous avez des gens qui auront des normes et des valeurs qui seront très différentes. Donc il faut apprendre à gérer ça. Et nous, chez Leadership CQ, notre mission, c'est de promouvoir ça dans les entreprises, mais dans tous les écosystèmes associés. Donc on enseigne, c'est intéressant, on enseigne déjà en post-bac avec mon associée Vanessa Barros, on enseigne sur des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, toute cette intelligence culturelle. Moi, je suis convaincue qu'on devrait commencer avant, notamment au collège, où je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais on est souvent exclus au collège, c'est là où on est trop petit, trop grand, on n'est pas habillé comme il faut, on ne fait pas comme les autres. Si déjà on expliquait que cette richesse, la richesse de cette diversité, plutôt que de dire aux enfants, c'est pas parce que les gens sont différents que c'est un danger, bien au contraire, ça serait à mon avis beaucoup plus... ça serait très, très intéressant pour ces élèves-là qui se préparaient justement au monde professionnel de demain. La main à la pâte a été créée par l'Académie des sciences. Il y a plus de 25 ans, parce que l'enseignement des sciences dans le premier degré en France était menacé de disparition. Le rôle premier de la main à la pâte est une mise à niveau des enseignants de leurs connaissances scientifiques et de fournir des ressources pour la classe. C'est vraiment ce qu'on appelle de la didactique des sciences, c'est-à-dire on va expliquer, mais on va faire la digestion au cycle 2, au cycle 3, en CM2, en CE1. Donc c'est très rattaché au programme. C'est vraiment non seulement rattaché au programme, mais c'est vraiment sur le modèle qu'on appelle the knowledge gap, le manque de connaissances qu'il faut combler. Que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants, avec en premier lieu la démarche d'investigation. Je dirais, Savantué est une démarche pédagogique. Comment j'enseigne, comment j'évalue les élèves, comment je les accompagne dans leurs apprentissages, que cela soit des sciences exactes, de l'histoire, de la grammaire, peu importe. Je dirais vraiment, c'est ça. Deuxième chose, pour nous, la démarche d'investigation, elle est au cœur, mais elle est insuffisante. C'est-à-dire que toutes les recherches ont montré que lorsqu'on fait de la démarche d'investigation, on apprend la démarche d'investigation. On n'a pas accès à la pensée conceptuelle des sciences. Et ça, toutes les études le montrent. Les élèves adorent les sciences. Ils s'amusent beaucoup, ils font des manips jusqu'à la 4e. Après, échec. C'est le coût de la vie en Tunisie qui a augmenté fortement depuis la Révolution. Donc ça entraîne un appauvrissement de la population, surtout en zone rurale, pour les moins démunis. Donc forcément, pour ces gens-là, il y aura une certaine complication, comment fournir les besoins pour les enfants, pour l'école, ensuite pour l'université, parce que forcément l'université, c'est pas dans la même ville où on a grandi, donc il faut sortir du foyer des parents, c'est le loyer, c'est tout ce qui va avec la vie d'un adulte. Sauf qu'en Tunisie, il n'y a pas la culture qui est ici en France ou sur toute l'Europe, dans tout l'Occident d'ailleurs, le fait qu'un étudiant peut travailler en parallèle avec ses études. Les stages professionnels, à 95, voire même plus, ils ne sont pas rémunérés. Donc forcément, c'est les parents qui doivent subvenir aux besoins de leur enfant. Donc c'est un peu compliqué quand tu n'es pas enfant d'un parent, au moins un parent cadre. C'était à l'époque quand j'étais jeune, mais maintenant, il faut avoir les deux parents qui sont cadres pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant qui devient adulte et qui fait ses études. Vous êtes beaucoup intéressé à un moment aux neurosciences à travers le dispositif. Est-ce que ça fait écho aux neurosciences et puis vous en êtes peut-être un peu distancié? Parce qu'à l'époque, vous en parlez, personne n'en parle. Et puis maintenant, c'est devenu très à la mode. On en a toujours parlé, mais non pas en termes de neuroéducation. On en a parlé comme une discipline contributrice, à l'éducation. Et deuxièmement, c'est quelque chose à la mode. Donc, c'est pas la peine de dire neurosciences ou sciences cognitives sans savoir ce que c'est. Donc, notre premier effort a été de convoquer des chercheurs, que ce soit du domaine des sciences cognitives ou des neurosciences, pour qu'ils expliquent quelles sont les méthodes, comment on se pose des questions, comment on obtient des résultats, quelle est leur limite de validité, avant de déduire de cela des principes applicables en toutes circonstances à la classe. Donc on a un grand problème, les défis de l'Anthropocène. On a une méthode qui est, on ne va pas imposer aux enseignantes et aux enseignants de faire comme ci ou comme ça tout le temps, mais on va quand même donner une sorte de boîte à outils et surtout, on va les guider avec ce lien à la recherche qui leur permet d'avancer. Est-ce qu'on a résumé le cadre général? Tout à fait. C'est la fin du Grand JT d'éducation avec notre invitée exceptionnelle Valentina qui était avec nous. Merci, c'était tellement bien de t'avoir avec nous. Et je souhaite
souhaite plein de bonnes choses. L'album de Valentina qui est à retrouver, Plus loin qu'un rêve. Et puis, j'espère une tournée à venir, évidemment. Merci à toute l'équipe de School TV, à Amanda Montero au son, Benoît Parti à la réal, Emma Guessel et Agathe Donadoa à la rédac, ainsi que Colline au make-up, Canal 247 sur la Freebox. Et moi, je te propose que je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui dis au revoir. Merci beaucoup et à lundi.